Aujourd'hui, je reçois Jérôme Riverdito. Jérôme, à la base, il tombe dans les achats plus ou moins par hasard. Il commence d'abord en usine à la comptabilité. Mais il se rend compte d'un truc. Eh bien finalement, la compta, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Ce qu'il recherche, c'est le terrain, la relation fournisseur, la technique, l'industrie. Et il va faire toute sa carrière dans les achats industriels, que ce soit dans le nucléaire, le ferroviaire, l'ingénierie d'usine, et puis un gros morceau de sa carrière chez Elot, dans un contexte de pression sur les coûts énorme. Et là, il met en place une stratégie que peu d'acheteurs osent faire. Au lieu d'aller chercher les 5% en négociation chez ses fournisseurs, il va plutôt demander aux fournisseurs une stratégie, c'est-à-dire un plan d'amélioration des coûts de 10% sur les 3 années à venir, en gardant la même qualité, voire en l'améliorant, en gardant également l'OTD, On-Time Delivery, qui doit rester au-dessus d'un seuil minimal, et par contre en changeant la manière de produire, c'est-à-dire en pensant plus à de l'automatisation des lignes de production. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire généralement qu'il faut co-investir, qu'il faut savoir gérer du risque, qu'il faut monter des contrats en béton, mais également qu'il faut accepter que le résultat se joue sur du long terme, généralement sur plus de 2 ans. Donc on n'est pas sur de la décision court terme cette fois-ci. Alors, dans cet épisode, on va parler de stratégie achat, mais de niveau industriel. C'est-à-dire comment tu vas faire pour bouger un fournisseur, mais sans le braquer. Comment tu sécurises le juridique, la gouvernance d'un projet qui est plutôt à risque et qui remet en cause la rentabilité de l'entreprise. Pourquoi? Et bien souvent, le moins cher n'est pas forcément le meilleur choix à long terme. Et enfin, eh bien, comment on garde un plan B dans un cadre de gestion du risque de sa chaîne d'approvisionnement. Alors, Jérôme, merci d'être là tout d'abord. Et j'ai une première question pour toi. C'est quoi le moment où tu comprends que les achats, ça devient vraiment ton métier passion et pas seulement un poste lambda? Donc, Jérôme Riverdito, j'ai atterri aux achats il y a longtemps. En fait, j'ai fait un stage de DUT, DUT comptabilité, qui m'a amené en fait à découvrir la comptabilité et la fonction achat au sein d'une usine d'Arcelor à cette époque. Et j'ai trouvé plus d'intérêt dans la relation commerciale, technique, industrielle, que finalement dans la fonction comptable. Et je me suis dit: «Bon, allez, il faut que tu arrives à trouver une formation qui te mène, qui te professionnalise, en fait, vers cette fonction achat». Et après, j'ai fait donc IAE de Grenoble avec un master 1 en achat logistique et master 2 en achat. Suite à ça, bon, voilà, je commence à faire des achats de CAPEX, au sein du CEA, dans le nucléaire pendant 3 ans. Très intéressant. Le poste d'acheteur de l'époque on est au début des années 2000, c'était un acheteur, plutôt juriste à la base, qui était pas forcément ma formation initiale, mais j'en avais fait et bon, ce qui a permis de me creuser, d'approfondir, en fait, les aspects juridiques des contrats. Après, bon, quelques années de de marché public ou parapublic, je me suis dit que la série m'intéressait un peu plus. Enfin, j'avais envie de changer, en fait, et de voir un petit peu cet aspect-là après avoir fait les CAPEX. Je vais chez Bombardier Transport, hein, donc dans le secteur ferroviaire dans le Nord, pour être acheteur mécano-soudure et sous-traitance à l'époque, ce qui me permet de voir pas mal de choses, et c'est les débuts en fait où, l'Europe s'est ouverte, et le marché commun, européen s'est ouvert, et ben, à l'époque, on essayait de gagner, enfin d'économiser en fait, de l'argent en allant pas mal en Europe de l'Est. Ce qui m'a permis en fait de développer, et d'externaliser, des fabrications, en Hongrie et Tchéquie notamment, voilà, très intéressant, hein, pendant 4 ans. Après, l'ingénierie m'intéressait pas mal, et je me suis dit: «Tiens, allons voir du côté du groupe Fives». C'était une ingénierie, dont le business, c'est
de fabriquer des usines clés en main et des lignes de fabrication, automatisées. Donc là, je suis, pendant, allez, on va dire, 5 ans, aux achats, en achetant des sous-ensembles, mécaniques, fonderies, en Europe, en Asie, pour, les faire livrer, en fait, dans différentes parties du monde, hein, USA, Amérique centrale, Afrique, pour faire des usines, des sucreries, des usines, pour fabriquer du sucre et des raffineries également pour le raffinage du sucre. Très formateur parce que des achats internationaux, du cross trading, et beaucoup d'aspects juridiques, internationaux, techniques, voilà, et beaucoup aussi de travail sur, le avec les bureaux d'études et les bureaux d'industrialisation pour concevoir des sous-ensembles qui pourront être industrialisés et montés localement, facilement. Donc ça pendant 7 ans, aussi un petit passage pendant 2 ans et demi comme chef de projet, responsable achat également, au sein de FIV. Après, bon, les aléas de la vie font que, j'ai voulu changer, de localisation. Le nord, j'aime beaucoup, les gens sont très sympathiques, mais j'ai préféré me rapprocher du centre de la France et domaine familial aussi. Donc là, j'ai rejoint, une société, un groupe, hein, au sein de, enfin dans le Rhône-Alpes, hein, un groupe Holote, comme responsable achat, mécano-soudure, enfin pièces métal. Toutes les pièces métal des machines d'élévation, des nacelles, des nacelles élévatrices Holote, pendant à peu près, 7 ans. Alors, on sort là de la crise de 2009, le groupe, a des grosses difficultés financières, hein, parce que tous les investissements s'étaient arrêtés pendant, quelques années, en fait, et donc le chiffre d'affaires avait énormément baissé, et le groupe connaissait vraiment des difficultés financières importantes. J'arrive en 2013 dans ce contexte, et il fallait absolument qu'on gagne de l'argent, qu'on baisse nos coûts de production pour, ben, être à nouveau rentable, proposer des nouvelles machines et être à nouveau en position de force pour, proposer des nouvelles fonctionnalités sur les machines, et faire croître les chiffres d'affaires à nouveau. Donc là, bon, je reprends l'équipe, et on se pose des questions en fait avec les acheteurs et puis, avec notre panel fournisseur, hein, clairement, ouais, nos fournisseurs stratégiques. On leur dit: «Bon, il faut qu'on baisse nos coûts, il faut qu'on améliore notre qualité, il faut qu'on voilà, on ait un flux également beaucoup plus fluide», et en fait, l'idée est venue, des acheteurs et également de quelques fournisseurs qui nous disent: «Bah, écoutez, on est déjà, en Chine, en Roumanie, enfin en pays à bas coût pour certains, d'autres, bah, dans l'Hexagone», et ils nous disent: «Bah, écoutez, une solution pourrait être d'automatiser nos prod jusqu'aujourd'hui». On avait déjà pas mal, travaillé avec nos fournisseurs sur des DAVE, sur, des optimisations de production. On était un peu, sur des process manuels à la limite de ce qu'on pouvait obtenir. Donc, la solution, était d'automatiser, et on a tous demandé en fait, hein, donc les acheteurs de l'équipe et moi-même avons demandé en fait à nos fournisseurs, bon, bah, proposez-nous, voilà, il faut qu'on baisse de 10 sous, 3 ans pour nos prix, qu'on améliore notre qualité et qu'on ait un OTD, supérieur à 95. Voilà, proposez-nous quelque chose qui nous amène à ça, et ils ont tous planché pendant entre, allez, 2 mois et 4 mois pour nous sortir des, plans industriels et un coût, en fait, pour dire, voilà, on peut avoir une rentabilité sur, à tel horizon, en fait, sur les différents sous-ensembles de mécano soudés et métalliques, en fait, de ces nacelles élévatrices.
Bon, le sujet a été porté, à la direction générale, hein, enfin direction industrielle, direction générale, qui ont dit: «Bah, écoutez, oui, pourquoi pas, mais ce qui serait intéressant aussi, ce serait de voir un peu le risque de ça». Parce que c'est quand même un projet d'envergure. Heu, Bah, définissez, faites une analyse de risque, dites-nous combien ça coûte, et le plan d'action, en gros, que vous allez mettre en place pour arriver à diminuer les risques. Donc, bah, en gros, on a sur 10 projets, enfin 10 sous l'ensemble de nacelles, on en a gardé 6 parce que 4 étaient moins, on va dire, moins aboutis et beaucoup plus risqués. Sur 6, on s'est dit: «Bon, ben voilà, heu, le plan automatisation chez tel fournisseur». Heu, il y a eu Je passe un peu sur les appels d'offres, les différents projets présentés par les fournisseurs et cetera. Et avec l'aide d'un responsable développement fournisseur, et du directeur d'achat de l'époque, on a fait des choix sur des des projets industriels proposés par nos sous-traitants. Donc nos sous-traitants en Asie, en Europe de l'Est et en France. Et finalement, bah, parfois, on a co-investi en fait avec ces sous-traitants en disant: «Bah, écoutez, on partage le risque». Parce que, soit, bah, ils n'avaient pas la surface financière suffisante, soit, on s'est dit, «Bah, écoutez, on partage le risque parce qu'on peut pas non plus tout investir, pour vous, on divise en 2 et au bout d'un certain nombre, de pièces produites, heu, votre moyen d'automatisation nous appartiendra». Et soit on le laissera chez vous pendant, 10 ans, enfin, le temps qu'il faut, soit on décide pour une raison stratégique, que l'on prendra le moment venu, de prendre ce moyen de production et l'intégrer dans nos usines. Usines basées en Asie, en Europe de l'Est, en France et également aux US. Et voilà, et les projets ont commencé comme ça. Donc la gestion du projet a été, faite avec, donc le contrôle de gestion tout d'abord. Elle a été faite avec, ben, un responsable, développement fournisseur, hein, pour, juger un petit peu de la pertinence des solutions, d'industrialisation proposées par les fournisseurs. Le service juridique pour, ben, caler, les contrats, qui vont bien avec ses partenaires, dans le temps, et notamment, sur, des performances, hein, qu'on leur demandait d'atteindre. Parce que bon, nous, l'objectif, c'était de gagner, enfin de baisser nos coûts, d'avoir une amélioration de notre OTD fournisseur et puis d'avoir une qualité supérieure à ce que l'on avait. Parce que l'intérêt derrière une automatisation comme celle-ci, c'est d'avoir, toujours la même pièce, arrivant toujours de la même manière, parce que produite toujours avec de la même façon, avec le même, outil de fabrication. Donc nous voilà partis avec tout ça dans notre besace et allez, 1 année à peu près, on a, mis en place un contrat cadre pluriannuel, avec un engagement sur un volume, avec, donc des clauses contractuelles nous protégeant, mais protégeant également, le partenaire, hein. Parce que là, un projet comme ça, on parle bien de partenariat, hein. On n'est pas sur une relation client-fournisseur, hein. On est partenaire et ça peut bien se passer, ça peut moins bien se passer, le projet se fait à 2, quoi. Et et voilà. Donc il fallait que chacune des 2 parties soit bien protégée, dans le cas où le volume soit pas atteint ou bien que, la qualité soit pas atteinte, par exemple. Après sur la partie industrialisation, notre responsable, industrialisation, enfin de développement fournisseur est venu alors tout d'abord a fait ses petites remarques sur, bon, est-ce que votre projet est bien fait, enfin est optimal? Est-ce que vous ne pourriez pas utiliser telle ou telle solution? Je connais bien, ces pièces parce qu'on les monte dans nos usines depuis X années. Donc je sais que si vous faites comme ça, vous pourriez y aller plus vite. Bon,
Discussion technique, mise au point technique pendant, plusieurs semaines et mois même et puis à la fin, heu, jusqu'au PIPAP et jusqu'aux premières livraisons, en fait et après on se retrouve en vie série. Donc voilà un petit peu tout ça, un projet assez prenant, assez marquant et très intéressant surtout, qui permet, de, contenter pas mal de monde, hein, de sous-traitants, hein, avec une marge, décidée ensemble, et qui soit suffisante, hein, pour le sous-traitant. Avec également, une amélioration au final, qualité, coût délai, quoi. Heu et puis un moyen de production qui permettait d'être suffisant pour les usines du groupe et de livrer ces différentes usines avec le même produit livré partout. Sans avoir de fabrication interne, mais vraiment une sous-traitance et en gardant le modèle de l'assemblage, final. Bon voilà, ça c'était un petit exemple de ce que j'ai pu faire moi chez Olotte. Tu veux booster ta carrière dans les achats, tu dois te former en permanence. Eh bien, nous avons créé une formation DAP Devenir acheteur professionnel qui te donne à la fois toute la structuration d'un acheteur, mais également toute la boîte à outils pour performer dès le lendemain de la formation. Regarde en description pour le détail. Non, c'est top. Ce que je te propose peut-être avant de passer à un autre sujet, c'est de revenir sur quelques points sur ce projet-là qui est déjà très intéressant. Déjà, ma question, c'est finalement de A à Z, combien de temps ça a duré? Jusqu'à la série, la mise en série pure? Alors de la première question, en gros, jusqu'à la série, ça a mis, 2 ans et demi. Ouais. La première de l'idée, en fait, jusqu'à la production, jusqu'au premier sous-ensemble, 2 ans et demi. Et après les autres se sont déroulés après, bon, j'avais, quitté la société entre-temps pour des raisons familiales, mais je sais que le projet s'est continué après. Non, non, mais parfait. Mais ce qui est important de retenir effectivement pour nos auditeurs, c'est que ce sont des projets sur des temps longs. 2 ans et demi, c'est déjà long. Il faut faire accepter ça par sa direction, de se dire que pendant 2 ans et demi, on va être en risque quasi maximum puisqu'on ne connaît pas, la finalité du projet. Et du coup, je voulais revenir sur quelques sujets et le tout premier au tout début du projet, c'est l'influence que tu avais ou pas pour arriver à convaincre les dirigeants. Parce que c'est, une idée qui bouleverse beaucoup. D'ailleurs, ils t'ont challengé sur les risques, on y reviendra. Mais d'après toi, qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour influencer finalement ta direction pour qu'ils aillent dans le sens de l'histoire de l'automatisation? Bah, tout commence alors, ce que j'ai mis en œuvre, en fait, c'est, en gros, répondre aux besoins de la direction qui souhaitait, face à la concurrence, américaine, et chinoise, qui devait baisser les coûts, en fait. Donc pour répondre à ça, je leur ai dit: «Bon, on a pas 36 solutions, hein, de mon point de vue. On peut faire comme ça. Il faut qu'on automatise, en fait, nos process, enfin les process de nos fournisseurs. Donc on doit faire un petit peu plus d'ingérence chez nos fournisseurs, mais l'intérêt à terme est également qu'on pourrait intégrer ces productions-là dans nos usines, qui aujourd'hui ne sont des usines que d'assemblage, en fait, enfin, principalement d'assemblage». Hem, donc heu, il a fallu donc voir, en fait, direction achat, direction, industrielle et puis, bon, le directeur industriel, après analyse et pas mal de questions posées, hein, sur la gestion des risques, a été vendre le projet auprès de la direction générale. Oui, parce que j'imagine que tu ne devais pas avoir que des gens dans ton camp quand tu lances un tel projet. Il y a sans doute eu quelques réfractaires ou tout le monde, était enthousiaste? Je dirais qu'au sein de la direction, tout le monde était enthousiaste, D'accord. parce que voyait l'intérêt, en fait, l'intérêt d'améliorer, le mix, qualité-coût-délai, hein, clairement. Ouais. Ouais, ouais, non, vraiment de l'enthousiasme côté juridique, hein, parce qu'il a fallu vraiment travailler ces contrats, hein. Parce que quand on a, en fait, le point de liaison, en fait, qu'il y a entre
un partenaire et nous-mêmes, alors mis à part l'envie de travailler ensemble, hein, parce que c'est avant tout des hommes, qui travaillent ensemble, c'est le contrat, quoi. Beaucoup de temps passé avec les juristes sur la mise en place de ces contrats. Ça marche. Et du coup, côté fournisseur, comment ça s'est passé? Vous étiez parti sur un fournisseur déjà historique ou vous avez d'abord benchmarké plusieurs fournisseurs avant de sélectionner celui qui était plus à même à vous aider dans cette automatisation? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà plusieurs fournisseurs pour ces sous-ensembles. Heu, on a fait donc un appel d'offres. Alors appel à projet, on va dire. Parce que ces offres, commerciales étaient d'abord des offres techniques, qui disaient: «Voilà, nous, on pense pouvoir arriver à ce que vous demandez grâce à ce projet industriel, à cette solution industrielle». Heu, donc dire Il y a eu une consultation de plusieurs fournisseurs pour choisir celui qui était a priori le plus adapté. voilà, c'est ça. Le plus adapté a été celui qui avait le meilleur mix, pas forcément celui qui avait le meilleur prix. Celui qui pouvait garantir le meilleur mix, hein, qualité coût délai. Après il y a eu, bon, alors des sociétés qui étaient plus là après en backup, en cas de panne en fait, hein, des lignes automatiques. Et bon, ce qui s'est passé généralement, c'est que c'était il y a eu 2 fournisseurs historiques qui ont pu, produire en fait des sous-ensembles, parce qu'ils connaissaient parfaitement nos pièces et parfaitement nos attentes. D'autres, bon, du coup, ont vu leur volume baisser puisqu'ils n'étaient plus que backup. Mais bon, malgré tout, il fallait qu'on se garde une solution de backup pour, en cas de problème, hein, une usine qui brûle, enfin, il peut se passer n'importe quoi. Ouais. Toujours avoir un plan B, toujours avoir un double sourcing, Ouais, ouais, non, non, on l'a vécu même après avec le covid, il y a eu d'autres aléas, on va dire, qui font que si on n'a pas de plan B, généralement, on a du mal à passer les crises. c'est ça. Parfait. Et dernier point sur lequel je voulais revenir justement sur cette partie de collaboration et notamment de co-engagement. Comment ça se passe pour négocier entre guillemets «le bon équilibre» entre qui prend le risque, quel engagement, quel investissement on met pour que tout ne repose pas nécessairement sur les épaules du fournisseur, que le fournisseur se sente rassuré sur le fait que, bah, il va peut-être lui investir plus au départ et s'y retrouver plus tard? Comment on pilote ça et comment finalement on trouve, bah, justement un point d'ajustement qui engage les 2 parties? Bah, tout d'abord, ça passe par une décomposition de leur offre commerciale sur, bon, à combien ils achètent la matière première, et pour que le risque soit partagé, hein, sur les achats de matières premières, on indexe l'évolution du prix de la matière première, hein. Donc ça, c'est le premier point. On se met d'accord sur le markup qu'ils prennent sur les achats de matières premières. Donc là, il y a une vraie transparence sur les coûts, c'est ça? Vous Ouais. voyez vraiment combien il achète, quelle marge lui il prend, quelle marge il Ouais. enfin, Bon, après, il nous donne toujours les informations qu'il veut nous donner, mais généralement, non, je pense que, enfin, vous pouvez voir avec les prix d'achat par ailleurs, qu'on avait, et puis les indices, auxquels on était abonnés. On voyait un petit peu, voilà, les prix qu'ils nous transmettaient et les prix du marché, et bon, voilà, à peu de choses près, c'était pareil, hein. Et après sur la partie transformation, bah, on avait les temps, on avait leur taux horaire, et partant de ça, en fait, ça permettait déjà dans la phase d'optimisation, du projet industriel, d'ajuster les temps, avec eux, en disant: «Bon voilà, eux ont proposé une solution. Nous, on pense que sur telle partie, par exemple, de la ligne automatique, on peut gagner, je sais pas, quelques minutes». Bon, voilà. Ça me permettait d'ajuster un petit peu le coût par rapport à ça. Et après, alors soit, nos partenaires avaient un taux horaire déjà, margé, soit, un taux horaire, brut avec, un markup, enfin une marge en fait sur, la transformation, enfin convenue, quoi. Après nous, ce qui nous importait, c'était d'avoir, à la fin, en coût complet, heu, une offre qui nous corresponde,
Certains avaient des taux horaires beaucoup plus importants que d'autres, mais c'est pas forcément ceux qui étaient écartés parce que, le co le temps de transformation était meilleur, quoi. C'est beaucoup plus vite. Ils faisaient peut-être plus de marge. Bon, tant mieux pour eux. Nous, ce qui nous importait, c'était d'avoir quelque chose qui nous convienne en termes de coûts pour pouvoir être, concurrentiel face aux Américains et Chinois. Ouais. Donc, voilà. Et donc ma dernière question, c'est là, on a parlé donc de toute la phase d'automatisation d'une ligne de production en co-développement avec un fournisseur. Et je crois que tu avais un sujet également, finalement, de réinternalisation de production dans vos usines. Comment C'est ça. cette partie-là s'est passée? Bah, cette partie-là, en fait, c'est une partie qu'on avait prévue dans le contrat pour l'après, en fait, le business model d'Olot était, celui d'assembler des sous-ensembles. Enfin, de concevoir, tout d'abord, concevoir, ou de co-concevoir avec des partenaires, de faire et de faire du montage, de l'ajustement, de la peinture, et d'assembler avec les options choisies par les clients et cetera, dans les usines. Mais, les sous-ensembles, vu le nombre de corps de métier qu'il faudrait pour fabriquer, tout ce qui était nécessaire. Il aurait fallu avoir des usines gigantesques, parce qu'on touche là de l'électronique, on touche, de la mécano-soudure, de la découpe, enfin tous les domaines industriels quasiment. Donc, le choix a été fait de se dire: «Bon voilà, on achète, le maximum» et voilà. Le choix, enfin, était tout autre chez certains de nos concurrents, américains par exemple, qui eux, toute la partie mécano-soudée la faisaient en interne et avaient également des lignes de production automatiques dans leurs usines. Bon, nous, le choix a été fait au démarrage d'acheter, voilà, ces lignes, et faire par d'autres. Mais, grâce à ces contrats, à terme, au bout de la fin de l'amortissement, en fait, de ces lignes, de se dire: «Bah, soit on continue comme ça, soit on ramène dans nos usines et on décide de faire en interne pour peut-être maîtriser plus, pour, voilà». Le choix aujourd'hui, alors je suis parti de la société entre-temps, donc je j'ai pas vu ce que ça si le choix était, si l'option a été levée, en fait, de se dire, on rapatrie ou pas, mais voilà. OK, super. Eh bien, écoute, on va enchaîner justement. Tu as changé de société, tu es arrivé chez Delmont. Est-ce que tu peux nous représenter, alors, tu as eu peut-être d'autres, entre-temps, mais on va se focaliser sur cette expérience Delmont qui est intéressante puisqu'on est sur une société, qui initialement, historiquement, est focalisée dans l'automobile et qui a engagé un virage il y a quelques années dans l'aéronautique notamment et peut-être d'autres activités, tu vas nous en parler. Et tu as vécu entre guillemets ce changement de direction, ce changement de cap à la direction des achats, donc ça serait intéressant d'avoir ton retour. Comment on prend en charge déjà une direction achat sur, un groupe qui est déjà plus petit que Olot, je crois qu'on est sur 53 millions de chiffre d'affaires, donc peut-être des compétences, un nombre d'acheteurs peut-être pas aussi robustes que chez Olot. Donc comment on prend la direction des achats dans ce type d'entreprise et notamment dans ce changement de cap? Eh ben, tout d'abord, on essaye enfin, on apprend la vision, quelle est la vision, en fait, du groupe pour se dire, quel est le savoir-faire fondamental du groupe et où est-ce qu'il veut aller? Donc, bon, cette vision est plutôt claire aujourd'hui, ça va, cette vision a été, déterminée, heu, en 2019 quand, on va dire, l'Europe a décidé d'arrêter le moteur thermique pour les véhicules, les automobiles et de se dire: «Bon voilà, on va électrifier tout ça, à l'horizon 2035». Donc Delmont faisant des anti-vibrateurs, s'est dit: «Aïe, aïe, aïe, on va tout de suite en vendre moins», puisque bon, il y a beaucoup moins de vibrations, dans les moteurs électriques et s'est dit: «On va petit à petit se diversifier sur d'autres secteurs». Donc ces secteurs sont, l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, et quelques autres secteurs pour lesquels, Delmont travaillait déjà auparavant et
et donc cette décision s'est faite en 2019 dans le but de, à un horizon 2030, d'arriver à peu près sur un équivalent automobile et hors automobile, on va dire. Donc début 2025, je suis arrivé et aujourd'hui, on est à peu près sur 30-35% d'autres secteurs hors automobile. Donc ayant un petit peu pris connaissance de cette stratégie d'entreprise, je me suis dit: «Bon, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour accélérer un petit peu ce virage au aéro, défense et autres?» Et on a repris en fait le panel fournisseur en se disant: «Mais est-ce que notre panel fournisseur est le plus adapté à, à ça, à ces nouveaux secteurs?» on va dire. Donc en fait, il y a 2 on a en fait 2 contraintes. C'est que l'automobile en Europe, bon, c'est un peu la cata, hein, depuis, on va dire, 2-3 ans, hein, enfin, une accélération depuis 2 ans, on va dire. Les ventes chutent, hein, surtout en France. Les sous-traitants français, bah, souffrent, hein, dont on fait partie nous-mêmes, hein, et de ce fait, c'est, limiter la casse déjà pour pouvoir, se permettre de développer les autres secteurs. Donc pour limiter la casse, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soit, on continue, nos appros, hexagonaux, ou européens comme aujourd'hui et la chute sera très rapide. Soit on essaye de voir et ailleurs et de se dire: «On va quand même garder nos sources locales, en backup et on va regarder à baisser nos coûts en allant ailleurs». C'est ce qui se fait là sur, voilà, des éléments, qu'on a trouvés en Asie. Donc l'idée, on est en train de développer du coup cette production asiatique avec tout en maintenant en fait notre ressource européenne historique. Parce qu'on ne sait pas demain comment les choses vont évoluer d'un point de vue géopolitique, hein, avec l'Asie. Heu, donc il faut qu'on soit prêt en fait, enfin à avoir un plan B dont je parlais tout à l'heure et à minimiser, enfin minimiser ses risques. Voilà. Et il y a sans doute également des enjeux de certification sur ces pièces à la fois automobiles et aéronautiques. Comment on pilote ça? Alors, je suis pas un spécialiste, mais est-ce que les certifications sont très différentes d'ailleurs entre de l'auto et de l'aéronautique pour un même fournisseur, par exemple? Ou est-ce qu'on arrive à «mutualiser» entre guillemets, les travaux? Alors, bon, en termes d'organisation, elles sont pas radicalement différentes, mais il y a quand même des différences un petit peu philosophiques entre, l'automobile cherchera pas la même chose, dans sa certification, IATF 16949, heu, EN 9100 pour l'aéronautique. L'un ira, chercher, la minimisation du risque et des corps étrangers, par exemple, pour l'aéronautique, hein. Il ne s'agit pas que, en plein vol, il y ait une pièce qui n'était pas prévue, et qui fasse des dégâts, en fait, dans un avion. Automobile, bon, ça reste, enfin, on y fait attention évidemment, mais c'est pas exactement les mêmes contraintes. Les deux référentiels n'ont pas été pensés de la même manière. Et les volumes sont pas les mêmes non plus, hein. Automobile, on est quand même sur des volumes de plusieurs centaines de milliers de pièces par an. L'aéronautique, on est sur, voilà, quelques milliers de pièces par an, quelques centaines ou quelques milliers. On parle pas de vraiment plus. Voilà. Ouais. Donc les moyens de fabrication ne sont pas les mêmes, et les fournisseurs, pour la majorité, ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que, un fournisseur historique automobile utilisé chez Delmont, ne peut pas forcément, répondre à des besoins aéronautiques, demain. Voilà. D'accord, ça c'est intéressant je trouve, parce qu'effectivement on pourrait croire qu'un industriel, un gros industriel dans l'automobile qui a toutes les certifications et cetera, pourrait effectivement évoluer vers de l'aéronautique, sur certaines pièces du moins. Mais finalement toi ton constat, c'est qu'en fait on est quand même sur 2 secteurs d'activité assez différents et que, ben, la manière alors c'est lié aussi je pense à l'automatisation, à l'industrialisation sur des grandes séries en automobile et sur des petites séries en aéronautique.
Du coup, on a des acteurs différents, parfois sur des pièces peut-être qui sont même similaires dans l'action, mais qui nécessitent des fabrications différentes. C'est ça, c'est ça. C'est ça, bah, après tout est question de retour sur investissement, hein. On peut se permettre de faire un retour sur investissement d'un outillage qui vaut, 60 000 €, pour l'automobile ou 100 000 €. Pour l'aéronautique, il va falloir attendre, pas mal de mois avant d'amortir un outillage de ce prix-là. Donc tout est lié, en fait. Et en effet, un fournisseur qui va transformer de l'acier, en aéronautique, ne sera pas forcément le même que celui qui va transformer de l'acier en automobile. Je Ce sont vois. pas les mêmes machines. Et en tant que directeur achat, comment tu pilotes tes équipes d'acheteurs justement qui finalement doivent piloter, ces 2 typologies assez différentes, des contraintes, complètement différentes, grande série, petite série? Comment tu as organisé ton équipe et comment tu fais monter en compétence peut-être tes acheteurs? Puisque dans l'aéronautique, c'est assez récent. Ils étaient peut-être Mmh. tu peut-être très, très bon en automobile et finalement, il faut les faire monter en compétence sur l'aéro. Comment on gère ça en tant que directeur des achats? Et ben, en fait, on essaye de plutôt, d'un côté spécialiser certaines tâches et de standardiser certaines autres. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, on avait, un acheteur projet multisecteur, basé en Albanie. Parce qu'on a une usine en Albanie, une usine en Espagne, une usine en France, et une usine en Tunisie. Heu, donc l'acheteur projet, on ne connaissait pas forcément tous les secteurs, aussi bien l'automobile que l'aéronautique. Et puis, je dirais que cet acheteur projet maintenant est acheteur série automobile. Et l'acheteur, qui achetait les pièces métalliques auparavant, s'est transformé en acheteur aéronautique. Parce que, pas les mêmes fournisseurs. L'acheteur albanais, achète des pièces, bah, grosse série avec, des outillages, assez perfectionnés, amortis sur plusieurs centaines de milliers de pièces. L'autre, sur des outillages peut-être plus simples et avec des moyens d'usinage, par exemple. Alors que les moyens d'usinage ne sont que très peu utilisés en automobile. On est plutôt sur des process de frappe à froid, qui vont très vite et bah, du coup, spécialiser, en fait, les gens, les acheteurs. En fait, chaque acheteur est acheteur projet, on va dire et chacun a, bah, ses propres commodités. L'acheteur, alors ce qu'on retrouve par contre en communauté de besoins entre l'automobile et puis l'aéronautique et la défense, par exemple, c'est, la matière, les produits chimiques utilisés parce que bon, Delmont fait des antivibrateurs et des joints en caoutchouc silicone et en fait le caoutchouc et le silicone utilisés pour l'aéro et pour l'automobile sont sensiblement les mêmes. Donc lui, l'acheteur de matières, produits chimiques, est le même en fait. Lui, ça ne change pas grand-chose. Par contre, celui qui achète ceux qui enfin les besoins en fait en métaux, en pièces métalliques, sont eux quand même très différents, de par les moyens de fabrication. Mmh. D'accord. Et comment tu organises, parce que je vois, c'est intéressant, c'est que tu as une équipe qui est éclatée dans plusieurs pays. Donc déjà, il y a un enjeu, multiculturel peut-être? Et est-ce qu'il y a un enjeu également de compétences, peut-être pas les mêmes d'un pays à l'autre, pas les mêmes formations? Et comment tu pallies ce manque de compétences? Est-ce que tu donnes des formations? Est-ce qu'il y a un budget formation «alloué» entre guillemets pour ton équipe achat? Comment c'est organisé pour cette montée en maturité? Alors, en termes de compétences, aujourd'hui, il y a alors, ils connaissent tous très bien leur métier, le métier d'acheteur, ils ont tous, de très bonnes bases. Parce que issus ils ont fait déjà des formations achats pour certains, ou ont de l'expérience dans les achats, une expérience suffisante pour vraiment maîtriser leur métier. Ce qu'ils maîtrisent peut-être un petit peu moins, c'est l'aspect juridique et contractuel où, là-dessus, bon, bah, on a un budget, formation juridique pour, voilà, pour, négocier les contrats, enfin proposer les contrats, négocier les contrats, avec des fournisseurs. Donc, on a
Bon, il y a 2 acheteurs qui sont basés en Albanie, hein, donc aux portes de l'Europe, hein. Hors de l'Europe, mais aux portes de l'Europe quand même. Donc on n'est pas très loin, on est limitrophe à l'Italie, on est voilà sur des l'Albanie devrait bientôt rejoindre l'Europe, on est vraiment très proche. Moi j'ai des acheteurs aussi en France et un acheteur en Espagne. Donc après au niveau des formations, ce que j'ai prévu moi, c'est, une petite formation, au niveau des langues, hein. Heu, on a un acheteur albanais qui parle bien l'anglais, qui parle plutôt, pas trop mal le français. Et on a des acheteurs français qui parlent espagnol, pas forcément bien anglais. Donc formation anglais pour pouvoir communiquer avec les collègues, de façon fluide, hein, Mmh. et puis voilà. Et puis moi-même j'essaie de les former sur la stratégie achat. Avec, un petit peu les basiques, parce que bon, je me suis quand même rendu compte au fil des années passées, on nous tout tout commence de la stratégie. Il faut connaître le besoin, hein, il faut connaître, ses marchés, hein, avec ses fournisseurs, et il faut connaître aussi les décompositions de coûts utilisés, par nos fournisseurs, voilà, au quotidien pour pouvoir faire une analyse poussée. Hem, donc ça, c'est la base. Après, voilà, je les forme sur, les analyses de risque, et puis, aussi, je les forme et je me forme aussi sur les certifications parce qu'il y en a quand même quelques-unes, hein, il faut qu'on soit à jour sur toutes les certifications en même temps. Donc, et notamment la dernière qui est l'aéro-excellence, qui est un petit peu au-dessus de l'EN 9100, en termes d'attendu en fait par nos clients, notamment. Donc voilà, les analyses de risque et les analyses, stratégiques sont un petit peu au cœur en fait de leur job. C'est-à-dire qu'on fait des analyses de risque fournisseurs, basées sur, localisation des fournisseurs, le risque géopolitique lié à ça, et après, tous les enjeux RSE qui sont derrière, hein, comment nos fournisseurs, utilisent, leur énergie, pour transformer des pièces, pour fournir des pièces. Après on a également, des risques, on a vraiment tous les critères utiles en fait aux analyses de risque demandées dans nos certifications, voilà, qui passent par, les performances fournisseurs, y a-t-il un risque avec ce fournisseur, ses performances, sa finance? Voilà, le taux de dépendance également qu'on a avec tous nos fournisseurs, c'est quelque chose que l'on gère au quotidien, et auquel on est très attaché. Après sur la partie, stratégie, nous on utilise pas mal aussi, Matrice de Krajcik, hein, qui est un peu la base pour, positionner un peu le portefeuille de fournisseurs. Hem et on l'utilise même aussi avec on le fait par couple produit-fournisseur. On positionne sur la matrice nos fournisseurs et également le fournisseur avec les pièces qu'il fournit. Parce qu'on peut avoir un fournisseur placé stratégique d'un côté et en achat simple d'un autre, et parce qu'il fait des pièces qui sont peut-être, de complexité différente et d'impact différentes sur le profit de la société. Donc voilà, on est un peu dans tout ça, et voilà comment on appréhende, quand on prend un département achat, la fonction achat, quoi. Bon, parce que voilà comment je fais et d'où j'en suis. Excellent. Je trouve ça super intéressant, notamment le fait effectivement de cartographier les compétences de ces acheteurs, puis de les faire monter en compétences sur des sujets bien spécifiques, y compris l'anglais. Effectivement, c'est pas que des compétences achats, des compétences aussi personnelles, de communication. Écoute, merci beaucoup, pour ta participation à la capsule achat. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil que tu veux nous partager? Dernier conseil en fait à tout le monde, je dirais acheteur et non acheteur, heu, avant tout pensez à votre stratégie achat, c'est la base.
Et si vous n'avez pas les choses claires dans votre tête, utilisez des outils, notamment de Olivier Oudinot, sur ses différents sites internet. Et puis, tout part de la stratégie et surtout soyez à l'écoute de vos clients internes et de vos partenaires. Super. Merci beaucoup, Jérôme, pour cet échange. De beaux projets, un bon management. Je vois des équipes, effectivement, multiculturelles en plus. C'est vrai que des fois, on a l'appréhension de manager des équipes à l'étranger. J'ai entendu qu'il y avait l'Albanie, je crois la Tunisie aussi, il y en a peut-être d'autres pays. Donc, c'est pas toujours évident. Des fois, on trouve pas les bonnes compétences. Là, je vois que tu les as trouvées, donc c'est super. Et je confirme en plus, moi, pour avoir des équipes également à l'étranger, on a d'excellentes compétences en achat dans beaucoup de pays. Moi, je travaille avec des Turcs qui sont excellents, je travaille avec des Malgaches, avec des Camerounais qui sont excellents. Je ne parle pas des pays européens plus proches de la France qui ont des formations où on a moins de craintes généralement, mais on trouve d'excellentes compétences, des fois dans des pays où on s'y attend pas. Mmh. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère Merci. qu'on aura l'occasion de te retrouver dans une prochaine capsule. Ouais, à bientôt. À bientôt. Tu veux te reconvertir dans les achats? Eh bien, tu es au bon endroit. Nous avons créé une formation DAP, devenir acheteur professionnel en 90 jours, dont tu trouveras le détail en description.